Alors, Jessica Dugas, vous faites partie de Capital Palace. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Alors, Capital Palace, c'est un cabinet qui permet aux établissements qui font partie du secteur des métiers de bouche ou du CHR de pouvoir intégrer dans leur conception la valorisation de leur capital humain à travers notamment effectivement l'ergonomie des postes de travail. Et du coup, notre tâche consiste à analyser les différentes situations de travail. D'accord. Notamment si on fait référence à un établissement comme un restaurant classique, on va pouvoir étudier la zone de la plonge, du bar, de la salle, et chaque thématique en fonction de ses contraintes et de ses spécificités. Et du coup, faire une recommandation sur le cahier des charges afin d'optimiser cette conception. Alors, nous allons approfondir évidemment votre métier. Il me semble que vous êtes complémentaire de ces messieurs. Donc, Frédéric Tourne et puis Pierre Manternac, excusez-moi. Tournès, d'ailleurs. Vous êtes donc président de bureau d'études, directeur de bureau d'études. Est-ce que déjà, vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'est un bureau d'études dans la restauration, messieurs? Frédéric. Qui commence? Frédéric. Qu'est-ce qu'un bureau d'études en restauration? Pour simplifier, c'est un maître d'œuvre qui va se saisir du sujet spécifique de la restauration pour définir les espaces. Donc déjà, c'est un créateur d'espace, créateur de volume, créateur d'organisation d'espace entre eux, et dans lesquels il va aménager toute une série d'équipements qui vont correspondre à des actions données d'ergonomie, de travail, qui correspondent à de multiples normes. Le bureau d'études, on va dire, c'est le lieu. Bureau d'études restauration, c'est quelqu'un qui va synthétiser l'ensemble des réglementations inhérentes au bâtiment, à l'hygiène, aux équipements, et tout ça dans une synthèse conceptuelle de positionnement d'un projet. Vous êtes d'accord? Je pense que Frédéric a très bien résumé. Et effectivement, c'est là tout l'art de notre métier, qui est de prendre plein de contraintes pour à la fois un service client qui est de gérer le concept de restauration jusqu'à un outil qui fonctionne, mais au-delà de ça, de faire un outil qui soit bien conçu. Et ça passe effectivement par toute cette partie architecturale, conceptuelle, réglementation, mais aussi connaissance des contraintes opérationnelles. Contraintes opérationnelles qu'on va retrouver sur l'ergonomie du barman, du plongeur, où on oublie bien souvent, et puis avant tout de la production. On va avoir effectivement la réalité opérationnelle sur l'ergonomie, mais l'ergonomie va aller au-delà de ça, c'est l'ergonomie du local, comme disait Frédéric au début, où on a un vrai rôle d'implantation qui est aussi poussé que celui d'un architecte sur le bâtiment au complet. Et la difficulté, c'est de le faire pousser au sein du projet comme un axe central. C'est un métier qui existe depuis combien d'années? Ça reste assez récent, les années 80, vous me disiez? C'est effectivement un métier qui a été créé dans les années 80, qui s'est développé énormément avec des grosses structures à l'époque, puisqu'il n'y avait pas l'informatisation. Donc on était sur des gros volumes de salariés, beaucoup de dessinateurs, beaucoup de concepteurs, jusque, on va dire, la fin des années 90, on était encore sur de très grosses structures. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à travailler sur des petites structures avec des regroupements d'opportunités entre bureaux d'études. C'est un métier qui quand même est extrêmement restreint en termes de volume et assez confidentiel. Mais par contre, il y a une forte solidarité entre nous. À titre d'exemple, nous avons certains projets communs avec Pierre, chacun ayant une approche et des compétences spécifiques, mais qui permettent d'avoir une vision globale. Alors justement, vous avez des compétences un petit peu différentes. Vous avez des clients, il me semble, également différents, non? Alors oui, c'est pour ça que vous êtes complémentaires ou pas? Tout à fait, tout à fait. Moi, de par ma formation, je suis architecte DPLG et architecte d'intérieur. Et je n'ai jamais exercé en tant qu'architecte DPLG, puisque depuis 32 ans, je suis dans le domaine de la restauration. D'accord. Et Pierre, une particularité... Après, on a des clients qui sont différents. Moi, je viens plutôt de la partie
la partie un peu opérationnelle, où j'ai commencé dans un bureau d'études, après je suis repassé chez un installateur, donc pour avoir un peu la réalité du terrain, de ce qu'est notre métier au fond, qui est quand même assez afférent au bâtiment. Et puis après, pour me remettre sur la partie études, parce que c'est ce qui me passionne. Et c'est là où après, quand on pousse dans cette technicité, on rencontre des gens comme Jessica, où on est content de les retrouver parce qu'on parle le même langage. Oui. On veut à la fois faire un projet qui soit économiquement viable, mais aussi qui soit dédié à... Je pense qu'effectivement, les établissements ont pris conscience aujourd'hui qu'intégrer la prévention dans leur business model, c'est source finalement de business. Prévoir effectivement, anticiper toutes ces situations pénibles ou qui viennent alourdir certaines tâches, c'est pas bénéfique pour l'entreprise. Donc ça, ils en ont pris conscience. Et on peut effectivement le plus en amont possible intégrer cette prévention. Qui va être un effet de levier pour l'établissement quand il sera en action en fait. Mais c'est vrai que la profession s'est structurée. Initialement, on était quand même beaucoup plus sur une approche de l'armée, qui mettait des procédures en place. Oui. Ça s'est créé. Qui sont nécessaires. Oui, qui sont complètement nécessaires. Qui s'est créé. Et au fur et à mesure, on se professionnalise au fur et à mesure des années. Les pouvoirs publics mettent en place effectivement, au travers de subventions. C'est la deuxième partie effectivement de ma mission. Oui, mais on a besoin de ça pour pouvoir aussi être moteur pour le métier de la restauration, d'avoir le soutien de l'État. Et les dossiers sont compliqués. Il y a une contrepartie, effectivement, c'est-à-dire que l'établissement qui se fait accompagner par Capital Palace et dans le cadre de sa conception ou de sa rénovation, donc se voit effectivement son outil de travail amélioré, optimisé. Mais la promesse de Capital Palace, c'est de pouvoir également venir diminuer le coût d'effort d'investissement. Donc il y a notre expertise sur toute l'ergonomie des postes de travail, mais il y a également en fait ce deal qu'on va passer avec aussi bien des organismes privés que publics pour pouvoir lever des fonds sous forme de subventions ou de cashback qui permettent de supporter éventuellement le surcoût lié à certains équipements ou certaines options qu'on va mettre sur des machines comme des condenseurs, sur des lave-vaisselle. Et qui même parfois d'ailleurs ne sont pas forcément plus coûteux. Néanmoins, les entreprises ont tout intérêt à faire appel à vous, à des sociétés comme la vôtre. A priori, s'il y a des subventions, si ça aide dans l'ergonomie, c'est moins peut-être exactement, c'est gagnant-gagnant. D'accidents au travail, j'imagine, non? L'intelligence du projet, quand on est bureau d'études restauration, et ce que disait Pierre, c'est que le métier s'est structuré avec des associations comme le FCSI, qui regroupe les bureaux d'études, les consultants et les bureaux d'études en restauration à travers une association extrêmement sélective, puisque ce sont les pairs qui vous reconnaissent comme partenaire et ce n'est pas une association où vous avez une inscription et ça y est, vous en faites partie. C'est une reconnaissance de ces pairs et qui upgrade la vision bureau d'études. Et le principe, c'est exactement celui de l'architecte. Et c'est une notion que les architectes d'ailleurs ont un peu du mal à partager avec nous. C'est que quand on explique notre métier aux gens qui ne connaissent pas, pour faire plus simple, on est les architectes de la cuisine. On nous appelle les cuisinistes, alors que les cuisinistes sont les installateurs. Mais non, ce sont les installateurs. Les cuisinistes ont quelqu'un qui va vous étudier la distribution d'eau dans un bâtiment. C'est un bureau d'études fluides. C'est pas un plombier. L'architecte, c'est pas le maçon. Et le bureau d'études restauration, le resto concepteur, c'est pas le cuisiniste. Et on doit avoir cette vision macro et micro en permanence sur le projet. Et il y a cette notion d'intégration de la totalité des contraintes. C'est ce qu'on disait au début. Le bureau d'études restauration, c'est quelqu'un qui va travailler sur l'ergonomie, qui va travailler sur la qualité de matériel. On n'est pas là juste pour aligner des matériels les uns à côté des autres. Bien au contraire. Ça, c'est à la portée de n'importe qui. De dire, je vais mettre une friteuse, une plancha, etc. Mais aller plus loin, avoir le conseil transversal sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le type de revêtement de sol en fonction du code du travail, le type de revêtement muraux par rapport à nos expériences, le comment construit-on une cloison dans une cuisine. Combien de fois on voit dans des projets des gens qui nous disent on va mettre du BA13 basique dans une cuisine pour faire des cloisons.
alors qu'ils ne connaissent pas la réglementation. Ou des cadres de Et là, plantes en on est bois. en train de parler de matériel de cuisine, on est en train de parler s'il n'y a pas d'obligation, est-ce que vous seriez presque en train de dire qu'on devrait forcément passer par vous, peut-être, du coup, ça serait... Mais ça fait... Pardon, ça fait vous 20... battez pour ça ou ça pas fait 20 ans que nos instances se battent pour ça. Ah oui, ça m'étonne pas. Et que, notamment, plus particulièrement... Ça nous paraît évident, là, du coup. Plus particulièrement dans les marchés publics, mais là, je laisserai le président du FCSI, le jour où vous l'inviterez, s'expliquer là-dessus. Mais ils se battent. Hein. Il y a vraiment des gens qui sont très volontaires et qui s'investissent beaucoup dans justement la reconnaissance de ce métier. Parce qu'encore une fois, nous sommes à cheval sur plusieurs compétences. Eh oui. Et là où je rejoins Fred absolument dans son analyse effectivement de l'expertise d'un bureau d'études, c'est que quand on voit donc la vision de l'humain, qui est pour la part moi ma tâche, ma mission, on va avoir une analyse effectivement à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va commencer l'expertise à partir du sol et on va remonter jusqu'au plafond et parfois même jusqu'à l'extraction effectivement en toiture. Et c'est cette vision à 360 degrés qui permet d'appréhender toute la situation dans sa globalité et non pas juste, par exemple, pour reprendre l'exemple de la plonge, puisque c'est celui que je cite depuis le début de notre rencontre, on ne va pas parler uniquement de la problématique de la situation de l'humain qui va effectuer ces tâches-là. On va prendre en compte la nature du sol, de sa pente, de la façon dont on va nettoyer le sol, de la hauteur du poste de travail, de la configuration du poste de travail, de l'air ambiant, de la qualité aussi sonore. En fait, c'est toutes ces problématiques-là ensemble qu'on n'imagine pas. Qu'on n'imagine pas. Oui. Et effectivement, qu'on n'imagine pas et finalement qui ne sont pas si intuitives que ça. Voilà. Je sais que l'humain est au cœur de votre réflexion également. Alors, on a bien senti qu'elle était pour vous tous, évidemment. Tout ce qui est éco-responsable, comment ça se projette ? Alors, sur l'éco-responsabilité, à notre niveau, chez Capital Palace, on intervient dans différents domaines qui sont l'électricité et l'eau. Donc on essaye d'intégrer notamment dans nos machines des technologies qui nous permettent d'augmenter les performances énergétiques. Donc je parlais de condenseur tout à l'heure, donc je continue sur mon exemple de la plonge. C'est un système donc, de condenseur qui va permettre de récupérer les buées qui sont produites par la chauffe de l'eau. Et plutôt que finalement laisser ces buées s'échapper en fin de cycle de lavage, l'idée c'est de récupérer ces buées et de le transformer en énergie pour chauffer la cuve. Et ce système permet de faire en sorte que plus la machine va fonctionner finalement, plus elle va être autonome et moins elle va consommer d'énergie. Et cette technologie, on peut l'intégrer aussi dans des fours. On peut aussi raisonner sur la récupération d'énergie, notamment des groupes froids, parce qu'il faut savoir que dans tous les métiers de bouche, on a besoin de beaucoup réfrigérer, en positif, en négatif. Et la plupart du temps, quand on a la possibilité déjà de déporter les moteurs, parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont aussi le bruit et la chaleur émise par ces moteurs. Quand on a la possibilité de pouvoir déporter ces moteurs, la plupart du temps, cette énergie est évacuée en façade. Donc nous, notre rôle consiste à revaloriser cette énergie-là et de pouvoir faire appel à d'autres systèmes de condensation, comme on a un partenaire fabricant français qui s'appelle Riedel, qui fait ça très très bien, et qui va, grâce à cette énergie-là, pouvoir par exemple chauffer l'établissement ou alors produire son eau chaude. Voilà. En Suisse, aujourd'hui, c'est obligatoire, par exemple. En France, on est un petit peu à la traîne quand même. Oui, c'est encore... On ne peut pas faire de chambre froide en Suisse sans récupérer l'énergie. C'est une obligation. Donc tous les dossiers qu'on peut faire un peu à l'étranger, eh ben, on a ces cas-là et on est force de proposition. Mais par rapport à ce que disait Jessica, et on revient à l'humain. Pendant des années, nos chers fabricants ont créé des machines à laver, pompes à chaleur, pour rester sur ce domaine. Et ça y est, le problème était résolu. Voilà, j'ai mis une machine à pompe à chaleur, j'économise de l'eau, j'économise de l'électricité, mais à un moment donné, faut peut-être se poser la question et retourner sur le terrain et voir que le principal consommateur d'eau dans une cuisine, c'est le personnel. Oui. Et ce n'est pas l'accuser que de dire que c'est le personnel.
C'est que vous pouvez mettre toutes les machines les plus économiques du monde. Si vous avez un siphon pour nettoyer 40 mètres carrés, il va prendre son poste de lavage avec son tuyau d'arrosage, il va vous pétarder le local pendant une demi-heure et il va vous passer 500 litres d'eau. Et vous aurez toutes les machines super économiques. Sur le papier, c'est très écolo. Dans la réalité, on consomme beaucoup d'eau. Et que donc la notion de l'humain, et je reviens à ma notion spatiale, la machine, la performance technique, on a des fabricants en France, on a des fabricants partenaires européens qui sont extrêmement performants. À nous d'être toujours au contact de ces innovations et de les tester, de les benchmarker. Parce que, bon, voilà, il faut quand même parfois s'appuyer sur l'expérience. Mais aussi, au coup de crayon, la dimension du local, le positionnement des avaloirs de sol, les distances à parcourir, tout ça, ça implique... Et la formation du personnel. Ça, voilà, ça implique que le personnel va bien utiliser la partie restauration. Voilà. Mais justement, est-ce que vos clients sont réceptifs, rôle. Vos divers clients, est-ce qu'ils sont réceptifs à tout ça? Parce qu'on en parle de plus en dépend de la plus. typologie. Alors, Les Mais promoteurs, est-ce que tout le monde est dans la démarche? Ça dépend, les ça promoteurs, dépend. non. Les restaurateurs à long compte, oui. Mais tout ce qui est promotion, en général, je fais un bâtiment, c'est pas moi qui l'exploite, je ne veux pas regarder. Oui. On commence à voir les promoteurs qui se disent, bon, on change un peu cette approche. Mais avant, on avait souvent ça. C'est-à-dire que non, récupération des groupes froids, c'est encore une ligne en plus, on l'enlève. Donc on se bat toujours, ouais, mais c'est intéressant parce qu'on va avoir de l'autoconsommation et on essaie toujours de pousser. Mais c'est du coup un vrai parti pris des entreprises. C'est là où on se retrouve avec Frédéric, respectivement, sur nos sociétés. Alors, moi, si je peux me permettre, du coup, moi j'ai la chance d'avoir en fait la cerise sur le gâteau. Du coup, j'ai ce deal et cet échange-là avec l'entreprise qui est, voilà, si tu intègres tout un processus, une réflexion en conception, il faut aller jusqu'au bout de la chaîne. Et là, on arrive sur notre troisième mission chez Capital Palace, qui est donc, après la rédaction du cahier des charges, la recherche de subventions, la formation de l'humain, qui lui va être utilisateur et qui lui n'a pas été du tout présent au moment de la conception. Donc l'humain qui va prendre son poste de travail n'a pas été décisionnaire sur les choix en amont qui ont été faits malheureusement. Voilà. Donc on a la possibilité nous, de pouvoir le faire parler. Difficile, à part travailler pour un chef qui va exploiter son propre Absolument. restaurant, il est difficile de concevoir un outil qui convienne parfaitement à 100% à tout le monde. On parlait des restaurants d'entreprise, vous pouvez faire un restaurant qui va être exploité par une société de restauration et le lendemain par une autre. Par contre, surdimensionner une cuisine et rendre des locaux pénibles à nettoyer, fatigants, usants, avec du temps agent, au final, les locaux ne sont pas nettoyés et on est complètement dans le défaut d'hygiène, ou alors les locaux sont surnettoyés et vous avez des surconsommations d'eau. Donc, encore une fois, c'est le métier de bureau d'études, c'est pas qu'aligner des friteuses, c'est également avoir cette vision macro de l'ensemble de toutes les contraintes qui vont venir au moment de l'exploitation. Et le coup de crayon, quand on est tout seul devant notre ordinateur, c'est un coup de crayon qui se transforme en réalité pour l'exploitant. C'est pas juste se faire plaisir. Ça, pour moi, c'est ça le bureau d'études. Et je pense que l'intérêt qu'on a, parce qu'on est en synergie tous les trois également, donc Pierre et Frédéric travaillent ensemble sur un projet. Je travaille sur un projet avec Frédéric et je travaille également sur un autre projet avec Pierre. Et je pense que, alors nous on est tout récent, tout petit, parce que ça fait 5 ans que j'ai fondé cette entreprise et notre métier n'existe pas encore. Donc on a la chance d'avoir ce monopole pour l'instant. Nous non plus. Nous non plus, c'est totalement confidentiel. Mais l'intérêt, je pense, d'intégrer des gens comme nous, qui pour l'instant, voilà, Mais qu'est-ce qui vous a fait justement créer votre entreprise il y a 5 ans? Alors moi, ça fait 22 ans que je travaille dans le CHR. Ouais. Donc j'ai été opérationnelle moi-même, je suis cuisinier-pâtissier. Et j'ai exercé pendant 15 ans, dont 5 ans dans mon propre établissement en tant que traiteur-pâtissier. Et donc c'est moi qui ai configuré mon établissement, qui ai effectivement réalisé tout mon plan de maîtrise sanitaire. À ce moment-là, moi, j'avais pas les appuis ni forcément les connaissances pour pouvoir être bien entourée. Il y avait une vraie réflexion dans la construction. Absolument, en fait. Absolument. Oui. Parce que là, pour le coup, moi, j'étais en cuisine avec ma brigade et voilà.
Et puis voilà, la vie a fait que j'ai été maman 2 fois par chance, et j'ai cédé mon entreprise pour pouvoir avoir un semblant de vie de maman. Et finalement, la passion étant, j'ai jamais pu quitter ce secteur d'activité, mais j'ai décidé d'en faire une expertise et effectivement de vendre ce savoir-faire. Mais différemment que sur de la formation simple en hygiène. Donc j'ai commencé par passer ces agréments-là d'ailleurs pour pouvoir intégrer aussi ces solutions-là. Comme je vous le disais, c'est un package complet, l'accompagnement Capital Palace. C'est de pouvoir travailler avec le bureau d'études, avec la personne décisionnaire qui va être aussi le payeur, le passeur de commandes, mais également avec ses salariés, son équipe. Puisque ce qui nous importe, c'est que le cercle soit vertueux dans sa globalité. Et c'est aussi pour ça qu'on peut avoir cet échange-là avec les organismes publics ou certains privés qui peuvent être aussi financeurs. Alors là, je parle des économies d'énergie. Donc voilà. Pour vous également, hein, ça reste nouveau de travailler avec Jessica. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous apporte si vous deviez donner deux points forts? Pour moi, elle m'apporte la capacité à convaincre le maître d'ouvrage d'aller effectivement au bout de l'exercice, c'est-à-dire socle maçonné ou pas socle maçonné. Bon, je pense qu'avec Frédéric, on a plutôt tendance à les prescrire sur la gastronomie. Après, les solutions, elles ne sont pas les mêmes sur la restauration collective et sur la gastronomie. Donc, si on est toujours pendant un peu la sensibilité du facteur humain et la sensibilité de chacun des cuisiniers sur les opérations, si la boîte, en gros, est quand même bien faite, les solutions, elles doivent être ramenées en mosaïque à chaque fois. Je pense notamment au projet sur lequel on travaille avec Frédéric. Il avait relevé un certain nombre de contraintes qui, je ne sais pas, n'avaient pas forcément été complètement intégrées. Je parle notamment là de l'extraction, tu dis si je me trompe. Et on ne s'était pas encore concerté sur le dossier, donc c'était notre première réunion de chantier. Néanmoins, Frédéric travaillait déjà depuis plusieurs mois sur le projet. En général, on arrive, nous, Capital Palace, après un premier zoning. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait déjà eu une réflexion en amont avec le bureau d'études et le passeur de commandes, qui ait déjà quand même eu une réflexion un petit peu sur l'organisation du projet et sa configuration. De manière à ce que lorsqu'on intervient, on puisse optimiser les choses. On n'a pas la prétention de réaliser le travail d'un bureau d'études du tout. En revanche, effectivement, nos observations vont souvent conforter l'analyse qu'aura eu le bureau d'études et qui parfois peut avoir un frein. Parfois le client peut avoir certains freins en se disant oui, mais là c'est peut-être un petit peu surdimensionné, ou le bureau d'études peut-être qui pousse un peu. On est plusieurs à le convaincre au final de ce qui est bien pour ses salariés, pour ses économies et sur l'ensemble de la prestation. On a bien compris qu'il y a un manque de... Voilà, il faut se faire connaître encore et encore, que ce soit pour vous aussi, changer peut-être un petit peu la manière de penser. Comment on peut faire justement? Je pense que... venir justement dans un salon comme le Syrah, en étant les plus professionnels possibles à chaque dossier. Oui. Et c'est ces expériences sur lesquelles on a apporté une expertise à laquelle le client ou l'équipe de maîtrise d'œuvre, puisqu'on travaille souvent avec une équipe, ne s'attendait pas, fait qu'ils ont un regard nouveau vis-à-vis de notre profession. Voilà. Moi, j'en parle souvent avec mes collaborateurs. Parfois, une fois que l'on a dessiné la cuisine et que l'on a implanté les équipements et qu'on a réfléchi à plein de choses, j'ai peut-être 90% du temps, les questions qui me sont posées par l'équipe de maîtrise d'œuvre concernent le revêtement de sol, comment je pose une étanchéité, comment je conçois une cloison, quelle est la hauteur sous plafond dans un local idéal et pourquoi. En fait, c'est toute une somme de questionnements et on nous dit toujours, mais vous avez l'expertise, expliquez-nous comment ça fonctionne. Je vous rassure, jamais un architecte ne m'a posé une question sur qu'est-ce qu'un four mixte, comment ça marche et à quoi ça sert. Ils en ont rien à faire, mais vraiment. Vraiment, vous partagez l'avis de... Voilà. Je pense que la meilleure façon de parler de notre travail, en tout cas en ce qui nous concerne, vous me direz Pierre et Frédéric si c'est le cas pour vous,
mais ce sont mes clients. Oui. C'est-à-dire qu'on ne fait, nous, aucune communication. Un client satisfait, qui a un outil opérationnel, va forcément parler de vous. Et nous, un client satisfait, c'est un deuxième établissement, un troisième, un copain qui s'installe. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. C'est communication. Et donc hier, j'étais appelé sur Angers, bon, et je ne connaissais pas du tout, et bon, ça fait toujours plaisir quand, tiens, on m'a recommandé, je vous appelle de la part d'eux, et on dit, bah tiens, je suis content, on a un retour positif client. Et on le voit que comme ça. Et au fur et à mesure, bah, on développera de plus en plus de cuisine sûre. Là encore, on revient à l'humain, effectivement. Oui, voilà, le bouche à oreille, c'est l'humain. Et il n'y a pas mieux, en fait. C'est l'humain et cette compétence à avoir cette mission macro qui va créer la synthèse entre les trois axes majeurs de l'approche bureau d'études restauration, l'art culinaire. Parce que si on est bureau d'études restauration et qu'on ne s'intéresse pas ni aux cuisiniers, aux cuisinants... C'est important de comprendre. Mais ça existe, malheureusement, ça existe. Des gens qui sont bureau d'études cuisine et qui ne savent pas cuisiner. Il faut cuisiner, il faut comprendre le concept de l'établissement. Le deuxième vous avez une valeur ajoutée. Oui, le deuxième axe, c'est la réglementation, tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est du domaine de la technique, donc les règlements sécurité incendie, code du travail, électricité. Par contre, c'est tellement large. C'est très très large. On ne peut pas tout savoir. Non. Moi, je dis toujours, le bureau d'études ne peut pas tout savoir. Mais le chef d'orchestre n'est pas le soliste de l'orchestre. Le chef d'orchestre, il dirige, mais il sait reconnaître le violon du piano. C'est un peu ça le bureau d'études restauration, parce que la cuisine, c'est un condensé de toutes les contraintes d'un bâtiment. Électricité, plomberie, ventilation, esthétique. Quand on a la restauration qui se montre, on a l'aspect esthétique. Si vous n'avez pas le vocabulaire du décorateur, vous n'arriverez pas à saisir ce qu'il a envie d'exposer. Mais si vous n'avez pas le vocabulaire du bureau d'études d'électricité, vous n'arriverez pas à lui expliquer ce que vous voulez, et etc., etc. Et si on reprend l'humain et qu'on fait le lien toujours avec mon exemple de plonge, si vous n'avez pas compris quelle est la nature de l'activité de votre client, on va comparer par exemple un gastronomique qui aurait 30 couverts et une brasserie qui enverrait entre 150 et 200 couverts, et on se dirait, bah tiens, pour le petit gastro, on va lui mettre une toute petite plonge parce que 30 couverts. Et maintenant, vous avez tout faux. On va tailler la plonge de la même façon que le bistrot qui va envoyer 300 couverts. Et pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes un gastronomique, vous allez avoir une déclinaison de plats, avec au moins 4 ou 5 verres, avec au moins 4 ou 5 assiettes, 4 ou 5 fourchettes par couvert. Et du coup, ça, si vous ne l'intégrez pas dans l'analyse, eh bien, du coup, vous ne pouvez pas faire une synthèse qui soit correspondante à la nature de l'activité même de votre client. Et ça c'est le bureau d'études, ou c'est l'ergonome.